Bonjour tout le monde, une dernière minute pour laisser le temps aux dernières personnes là, de se connecter, puis on débute dans une petite minute. Alors, bonjour à tous. Merci là, de prendre le temps de prendre votre pause de dîner avec nous. Mon nom est Laurence, je suis travailleuse sociale. Aujourd'hui, là, je suis accompagnée de Francesca qui fait partie de l'équipe de soutien aux bienveilleurs. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi le réseau de bienveilleurs, en fait, ce projet-là vise à outiller les employés pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, aussi prendre soin des gens autour d'eux. Dans le fond, favoriser là, les liens sociaux à l'intérieur de notre organisation. Puis dans le cadre du mois de la reconnaissance, en fait, l'équipe des bienveilleurs là, avait le goût de vous donner des outils pour que vous puissiez prendre soin de vous. Donc, on va vous présenter 3 ateliers au cours des prochaines semaines. Aujourd'hui, en fait, c'est un atelier sur l'autocompassion puis comment on peut appliquer ce concept-là dans notre vie au quotidien. La semaine prochaine, on va vous parler de régulation émotionnelle. Puis enfin, la dernière semaine, ça sera sur la bienveillance envers son corps. Comme vous pouvez constater, là, dans le fond, dans le format Zoom ou webinaire, c'est normal que vos caméras soient fermées, que votre micro aussi soit fermé. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis à la fin, là, on a vraiment laissé une période de temps là, pour pouvoir y répondre. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions qui seront posées, on va produire là, un document questions-réponses qui sera déposé au même endroit là, que la présentation et que les outils. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je vais les prendre en note, puis à la fin, on va pouvoir les aborder. Si jamais vous avez des collègues qui peuvent pas se joindre à la présentation aujourd'hui ou si vous aimeriez revisionner la présentation, elle va être disponible pour les 30 prochains jours. Dans le fond, là, le lien va vous être mis dans le chat là, où est-ce que vous pouvez trouver présentations, outils qui seront proposés durant le webinaire. Dans le fond, je fais juste vérifier là, que je vous ai dit tout ce qu'il fallait. C'est sur la page intranet du mois de la reconnaissance que vous allez pouvoir trouver le webinaire, les outils, puis aussi sur le site web du réseau des bienveilleurs. Donc, sur ce, je passe la parole à Francesca. Merci Laurence. Alors, je vais vous partager mon écran pour vous présenter notre programmation d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que Laurence, tu peux juste me faire signe si ça fonctionne bien? Je te confirme que ça fonctionne. Parfait. Alors, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui de l'autocompassion. Alors, comme Laurence le disait, c'est la première de nos 3 présentations qu'on va vous faire dans le cadre du mois de la reconnaissance. Pourquoi vous parlez d'autocompassion? Bien, tout simplement parce qu'on sait que vous, en tant que travailleur du réseau de la santé, des services sociaux, vous avez à cœur là, de prendre soin des autres, de prendre soin des patients, des usagers, de leur famille, ce qui pourrait vous amener à peut-être faire passer parfois là, vos propres besoins au second plan. Donc, l'autocompassion, ce que ça vise, c'est vraiment à ce que chacun applique la même bienveillance envers soi que celle qu'on offre aux autres. Alors, on veut que vous développiez cette même compassion-là que vous offrez à vos patients face à vous-même. Pourquoi on trouve ça important de vous parler d'autocompassion? Mais parce que dans la littérature là, très récente, c'est reconnu comme l'une des stratégies vraiment les plus efficaces pour protéger sa santé mentale. Et on le sait, notre santé psychologique a été mise à l'épreuve là, dans les derniers mois, dernières années avec la pandémie, entre autres, mais il peut y avoir plein d'autres facteurs qui expliquent tout ça. Alors, dans un souci de protéger notre santé mentale, bien, on vous encourage là, à mieux comprendre ce concept qu'est l'autocompassion et aussi à l'appliquer au quotidien. Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui.
Qu'est-ce que c'est l'autocompassion? Bien, je le disais déjà d'entrée de jeu, là, c'est vraiment le fait de s'offrir la même compassion, la même bienveillance à soi-même que celle qu'on offre aux gens qui nous entourent. C'est particulièrement important dans les moments où on se sent un peu plus inadéquat, où on se sent parfois pas à la hauteur ou en période de souffrance, hein, où on traverse un moment difficile. C'est à ces moments-là là, où on a particulièrement besoin d'être capable de faire preuve d'autocompassion. Donc, ce que ça vise, c'est vraiment apprendre à cultiver la compassion face aux situations qui génèrent chez soi une certaine insatisfaction pour différentes raisons. Alors, comme vous pouvez le voir sur la petite image qui est projetée à l'écran, l'autocompassion se divise en 3 composantes. Donc, dans les prochaines diapositives, je vais vous expliquer chacune de ces composantes-là et par la suite, on verra ensemble comment on peut mettre en pratique l'autocompassion au quotidien. Donc, la première composante est celle de l'humanité commune. On entend par humanité commune le fait de prendre conscience que l'expérience de la souffrance, c'est le lot de tous les humains. C'est tout le monde qui passe par là un jour ou l'autre. Puis le fait d'être conscient de ça, bien, ça nous aide à se sentir un petit peu moins seul. Là, je fais une parenthèse. Par souffrance, on n'entend pas juste la douleur associée à une blessure physique ou quoi que ce soit, mais vraiment toute forme de souffrance. Donc, toute insatisfaction, difficulté, échec, qui pourrait entraîner là, des sentiments de tristesse, de désarroi, de frustration, un épuisement physique, un épuisement psychologique, un sentiment d'impuissance, bref, toute circonstance, je vais dire, désagréable, bien, tout être humain passe par là un jour ou l'autre. On le vit différemment. C'est sûr que ça ne se manifeste pas de la même façon chez tous, mais on n'y échappe pas. Au cours d'une vie, on va tous être appelés à rencontrer un jour ou l'autre une forme de souffrance. Et le principe de l'humanité commune, ce que ça nous dit, bien, c'est que c'est normal, c'est pas agréable, mais c'est normal que ça arrive à tous les êtres humains. Et de se rappeler que c'est normal et que ça arrive à tous, bien, ça nous aide un peu à se sentir moins seuls. Puis, ça va nous aider finalement là, à passer au travers de cette épreuve-là. Je vous donne un exemple qui vous concerne en tant que travailleur du réseau de la santé. Je le disais d'entrée de jeu, là, c'est sûr qu'avec les derniers mois, avec la pandémie, on a tous été un peu ébranlés, un peu fragilisés. La souffrance s'est manifestée de différentes façons, oui, chez chacun de nous. Mais de se rappeler, de garder en tête qu'on la vit tous, cette difficulté-là, cette épreuve-là associée à la pandémie, bien, ça nous donne un peu de courage, ça nous fait sentir moins seuls, puis ça peut être une source de motivation pour continuer à avancer malgré les difficultés qu'on rencontre. Je poursuis avec la deuxième composante qui est la bienveillance envers soi. C'est peut-être celle qui est la plus facile là, à se figurer. La bienveillance envers soi, c'est d'être en mesure de se réconforter, d'être plus dans la douceur que dans la critique. C'est vraiment être capable de faire preuve de gentillesse envers soi-même, de se dire, ben OK, c'est vrai, je traverse un moment difficile, mais comment je peux prendre soin de moi? Donc, c'est tout ce qui touche le savoir se faire du bien dans les moments difficiles. Alors, qu'on se sente inadéquat, en échec, en souffrance, c'est de penser à qu'est-ce que je dirais à un membre de ma famille, à une personne qui m'est chère, à mon meilleur ami, s'il traversait la même situation que moi, s'il vivait la même situation difficile que moi, comment j'agirais envers cette personne-là, puis est-ce que je peux agir de la même façon envers moi-même? La pleine conscience, maintenant, la troisième composante de l'autocompassion. La pleine conscience fait référence à toute l'observation qu'on va faire dans le ici-maintenant de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, on va observer cette souffrance-là qu'on vit, comme je disais tantôt, souffrance qui peut prendre différentes formes. On va l'observer avec un pas de recul pour vraiment bien accueillir, sans jugement, sans négation, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, les émotions, les sensations physiques, les pensées qui nous habitent, si je prends un pas de recul et que je les observe, bien, ça va m'aider à trouver les bons moyens pour répondre à mes besoins, à trouver les bonnes stratégies pour aller mieux. Puis c'est quand je prends le temps de réfléchir et d'observer comme ça que je suis capable là, de trouver finalement la solution qui va être la mieux adaptée pour moi. Parce que si je ne suis pas dans la pleine conscience, je peux être portée à réagir à ce qui se passe sans avoir pris le temps d'analyser trop. Puis c'est dans cette situation-là, des fois, qu'on va poser des actions là, qui nous correspondent moins.
Alors, la pleine conscience, ça passe vraiment par un temps d'arrêt. Ça peut passer aussi par vraiment une respiration consciente. Donc, s'arrêter, respirer pour vraiment se connecter à soi, autant dans sa tête, dans son cœur que dans son corps pour accueillir tout ce qui se passe. Maintenant, pourquoi on veut vous encourager à pratiquer l'autocompassion? Bien, parce que c'est rempli de bienfaits. Dans un premier temps, bien, ça augmente le sentiment de responsabilité personnelle. Si je m'accorde la valeur, si je me considère aussi important que les gens qui m'entourent, bien, je vais être tentée d'agir de façon à être responsable de mon mieux-être. Je ne vais pas me positionner en victime par rapport à tout ce qui m'arrive, mais je vais vraiment prendre un sentiment de contrôle sur ma vie. Puis je vais assumer mes choix, puis je vais prendre des décisions de façon à prendre soin de moi sans attendre après les autres. Donc, ça augmente le sentiment de responsabilité personnelle. Ça favorise aussi une meilleure régulation émotionnelle. Je ne vais pas m'attarder longuement sur ce point-là parce que c'est l'objet de notre deuxième présentation là, à laquelle je vous invite à assister la semaine prochaine. Mais la régulation émotionnelle, ça va être un bienfait de l'autocompassion en raison principalement de la composante de la pleine conscience. Je le nommais, si je suis en pleine conscience, si je prends le temps d'observer comment je me sens, bien, ça va être beaucoup plus facile d'identifier le besoin sous-jacent à mon émotion et donc de ne pas réagir sur le coup de l'émotion, mais vraiment trouver une solution appropriée à mon besoin. Pour ce qui est maintenant de la protection contre l'anxiété et la dépression, bien, c'est sûr que quand je suis dans la pleine conscience, quand je suis dans la bienveillance, quand je pose des actions qui prennent soin de moi, bien, je suis portée à réduire la pression que je m'impose, avoir un discours aussi plus positif face à moi-même. Quand je parlais tout à l'heure de bienveillance envers soi, c'est d'avoir des bons mots, c'est d'être encourageant. Donc, quand j'ai un discours positif, quand je réduis la pression, quand je vis dans le moment présent plutôt que dans le passé ou dans l'anticipation du futur, bien, inévitablement, je suis exposée à beaucoup moins d'anxiété et beaucoup moins de risques de dépression. L'autocompassion va également favoriser une meilleure image corporelle. Alors, si vous me suivez depuis le début, vous comprendrez que l'autocompassion, ça vise à apporter un regard bienveillant, à ne pas focusser sur les aspects négatifs, à se donner le droit d'avoir un petit peu là, des éléments moins parfaits dans notre personnalité, mais c'est aussi le cas dans notre image corporelle. Alors, si je suis bienveillant, bien, je vais être en mesure là, d'accepter davantage l'image corporelle que je dégage. Pour ce qui est de la satisfaction au plan relationnel, ben, c'est vraiment l'effet miroir. Quand je suis bien avec moi-même, quand je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, j'ai une bonne estime de moi, je suis capable de reconnaître mes forces, mes talents, ben, c'est sûr que ça va se refléter dans mes relations avec les autres. Et ben, on est des êtres humains, on a besoin d'être en relation avec les autres. Alors, si je suis bien avec moi-même, je vais avoir des meilleures relations et tout ça va venir nourrir finalement le concept d'autocompassion. Ensuite, au niveau, je passe au niveau des saines habitudes de vie, un peu dans la même optique là, que la responsabilité personnelle. Si je me considère un être de valeur, si j'ai envie d'être responsable de ma vie, responsable de mon mieux-être, bien, c'est sûr que je vais être plus enclin à adopter de saines habitudes de vie, alors qu'on parle d'alimentation, d'activité physique, d'hygiène du sommeil, éviter toute forme de dépendance comme le tabagisme ou des choses comme ça. Bien, c'est sûr que je vais être plus enclin à avoir ce genre d'habitude-là si je m'accorde de l'importance et que j'ai envie de prendre soin de moi. Et donc, cette composante-là vient un peu appuyer là, le dernier point qui est le fait de renforcer le système immunitaire. Donc, l'autocompassion, de par le fait que je me sens plus responsable de mon bien-être, j'adopte des saines habitudes de vie, je m'expose moins à l'anxiété, à la dépression, mais tout ça a un effet bénéfique sur notre système immunitaire. On s'expose beaucoup moins là, à attraper différents petits virus qui circulent. Alors, vraiment, la pratique de l'autocompassion là, est remplie de bénéfices là, à différents égards.
Maintenant, comment ça se cultive, l'autocompassion, hein? C'est bien beau tout ça. On a regardé un peu ce que c'était. Mais comment on peut pratiquer l'autocompassion? Mais on va vous donner quelques trucs en lien avec les différentes sphères là, de votre vie. Donc, la sphère physique, on va regarder différentes stratégies finalement pour favoriser le relâchement du corps, pour se détendre, pour être bien physiquement, pour prendre soin de soi physiquement. Mentalement, on est vraiment dans l'optique de se connecter à soi. Alors, on va regarder ensemble comment tout ça peut se concrétiser. Au plan émotionnel, on va faire référence à tout ce qui implique de s'accepter tel que l'on est, avec nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos imperfections. Et également se faire plaisir. Donc, comment je peux me faire plaisir si je m'accepte tel que je suis aussi. Au plan relationnel, je le disais tout à l'heure, on est des êtres humains qui avons besoin de socialiser et c'est une façon de prendre soin de nous que de se connecter aux autres. C'est une façon de m'accorder de la valeur que de me mettre en relation avec les autres. Alors, on va regarder ce qui peut être fait à ce niveau-là. Et enfin, on va explorer la sphère spirituelle qui vous invite à nourrir votre esprit. Alors, comment je peux nourrir mon esprit pour me sentir bien, pour, encore une fois, m'accorder de la valeur, de l'importance. Alors, on poursuit. Pardon. On va poursuivre avec en fait, au fur et à mesure des prochaines diapositives, je vais vous inviter à une certaine réflexion. Puis là, je vous donne quelques secondes là, si vous avez la possibilité de prendre papier, crayon pour prendre quelques notes. Je vais vous inviter à le faire au cours des prochaines diapositives. Donc, on va vous proposer, comme je le disais, différentes stratégies en fonction des différentes sphères de vie là, que je viens d'énumérer. J'aimerais que vous ayez une réflexion à savoir, parmi les stratégies proposées, est-ce qu'il y en a que vous utilisez déjà dans votre quotidien? Si oui, vous pouvez les noter, c'est important de le reconnaître. Peut-être que vous le faites plus ou moins consciemment en ce moment, mais de reconnaître que vous faites déjà ça, c'est un beau point de départ, c'est déjà un bon début. Alors, c'est d'en prendre conscience pour être en mesure de continuer à appliquer ces stratégies-là, puis de voir qu'elles ont un effet bénéfique là, sur finalement la façon dont vous cultivez l'autocompassion pour vous-même. Et deuxième petite question ou réflexion que je vais vous inviter à avoir au cours de la présentation des prochaines diapositives, c'est à savoir, parmi les stratégies proposées, lesquelles seriez-vous prêt à essayer au cours des prochaines semaines? Et là, je veux faire une petite mise en garde. L'objectif, c'est pas, parce qu'on va en présenter quand même plusieurs, c'est pas de chercher à toutes les intégrer dans les prochaines semaines, parce que quand les objectifs sont trop grands, on a tendance à se décourager puis à abandonner, puis c'est vraiment pas ce qu'on souhaite dans la pratique de l'autocompassion. On veut vraiment que ce soit quelque chose que vous mettiez en place pour que ça perdure dans le temps, que ça devienne un automatisme. Alors, notez les stratégies qui vous interpellent, que vous pensez que vous pourriez être prêt à essayer, mais vous pourrez par la suite là, en choisir une, deux, trois tout au plus, les mettre en pratique jusqu'à ce que ça devienne, oui, un peu plus facile pour vous, là, que ça s'intègre finalement à votre quotidien. Et quand ce sera le cas, il sera toujours possible d'ajouter de nouveaux objectifs, de nouvelles stratégies à votre quotidien. Alors, n'hésitez pas à toutes noter celles qui vous intéressent, mais peut-être cibler là, à la fin de la présentation une, deux ou trois stratégies que vous seriez prêt à mettre en place dès les prochains jours. Alors, on débute dans la partie un peu plus concrète. Je vais y aller avec le volet physique, donc de comment on peut pratiquer d'un plan physique l'autocompassion. En fait, ce que je vais vous amener à réfléchir, c'est qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre corps? Hein? Quelles sont les petites douceurs que vous vous accordez? Je vais vous encourager à réfléchir aux activités qui vous procurent un mieux-être. Puis là, ça peut être vraiment n'importe quoi, puis c'est pas moi qui va vous dire qu'est-ce que vous devez mettre en pratique dans les prochains jours, mais qu'est-ce qui vous fait du bien physiquement? Je parlais de relâcher le corps, donc détendre le corps. Ça peut être de prolonger un bain, une douche chaude, ça peut être de prendre un bon repas, un breuvage réconfortant, se faire donner, c'est meilleur, mais recevoir, se donner à soi-même un automassage, là, ça peut être aussi une stratégie. Il y en a qui vont aimer jardiner. Donc, pour penser à ce qui fait du bien à votre corps, je vous invite à réfléchir à vos 5 sens. Qu'est-ce que vous aimez entendre? Si vous d'écouter une musique douce, c'est apaisant,
Ça peut être ça, votre stratégie, d'inclure des petits moments où vous allez écouter votre musique préférée. Même chose au niveau du goût, je parlais de repas, de breuvages réconfortants. Au niveau du toucher, l'automassage, rester dans un bain chaud. Visuellement aussi, là, ça peut être apaisant de regarder une image, une photo qui vous fait du bien. Donc, bref, pensez à vos 5 sens et allez chercher vraiment tout ce qui stimule du positif, du mieux-être, de la détente chez vous. Il y a aussi, bien sûr, l'importance de sortir dehors à tous les jours. On le sait, avec le télétravail, on a peut-être été porté à s'enfermer un peu plus, à moins sortir. Il ne faisait pas beau, on n'avait pas à sortir pour le travail, fait qu'on restait enfermé dans la maison, mais c'est important d'aller prendre l'air, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Alors, si ce n'est pas déjà quelque chose que vous faites, peut-être que ça pourrait être une stratégie à intégrer à votre quotidien. Ensuite, il y a le sommeil. C'est connu et reconnu, hein, l'importance d'avoir un bon sommeil. Puis, on le sait que ce n'est pas toujours possible là, de faire des nuits de 7 à 8 heures. C'est correct. Si par moment, c'est plus problématique, c'est plus difficile. Par contre, c'est sûr que si vous n'êtes pas en mesure de le faire sur une très longue période, ça peut avoir des impacts sur votre santé. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut regarder là, pour remédier à la situation. On dit en moyenne là, 7 à 8 heures par nuit. Maintenant, le sommeil, c'est une chose. Oui, c'est un élément qui est important pour prendre soin de son physique, mais il y a tout aussi les périodes de repos, d'inaction. Notre corps, il ne se repose pas juste quand on fait dodo. Donc, c'est correct des fois de se permettre de s'allonger sur le sofa puis de prendre ça relax, de rester assis sur une chaise au soleil. Donc, on n'est pas toujours obligé d'être dans l'action. On peut se permettre là, des moments d'inaction puis c'est tout aussi récupérateur là, pour notre corps. Par contre, c'est sûr que je vous mentirais de dire que l'activité physique, ce n'est pas important aussi. Donc, on va vous encourager à bouger régulièrement. C'est un moyen reconnu comme très efficace pour évacuer le stress. Alors, c'est une bonne façon de prendre soin de soi. En éliminant le stress, on favorise la détente. Donc, oui, bouger, ça peut aussi favoriser la détente. Puis, il faut garder en tête, là, quand on parle de pratiquer l'activité physique, en tout cas, quand on fait référence à l'autocompassion, on ne pratique pas l'activité physique dans un but de performer. On pratique l'activité physique pour le plaisir, pour le bien-être que ça nous apporte. Et on trouve là, finalement l'activité qui nous convient. Il n'y a pas une recette là, qui va convenir à tout le monde. Donc, c'est à vous à choisir ce qui vous convient le mieux. Ensuite, pour prendre soin de notre corps, c'est sûr qu'on vous encourage à adopter une alimentation équilibrée. Donc, équilibrée, ce n'est pas la perfection. Ça fait aussi partie des petits plaisirs que de se permettre là, certains aliments plus réconfort. Donc, on vous invite à être indulgent envers vous-même. Ce qu'on vise, c'est un équilibre et non pas la perfection en matière d'alimentation. Alors, voilà pour le physique. Maintenant, pour ce qui est du mental, de la composante plus mentale, je vous disais que c'est ce qui fait référence à se connecter à soi. Donc, l'importance de reconnaître et d'accueillir avec bienveillance toutes les émotions que vous pouvez ressentir. On ne le dira jamais assez, on a le droit de ressentir toutes les émotions, donc le stress, la colère, la tristesse, la déprime, l'impuissance. C'est toutes des émotions qui sont peut-être désagréables à ressentir, mais qui sont nécessaires et qui méritent finalement qu'on les accueille avec bienveillance pour être en mesure de comprendre aussi le message qu'elles cherchent à nous passer. Donc, soyez à l'écoute. On le disait tout à l'heure, ça peut demander un peu de pleine conscience, donc de s'arrêter, de s'observer pour prendre un petit moment de recul là, puis voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça va nous permettre de décoder peut-être les besoins là, qui se cachent derrière ces émotions-là. Deuxièmement, accepter d'être vulnérable, d'être imparfait, d'avoir parfois à demander de l'aide. Hein? Accepter ses échecs, savoir rebondir aussi sur les difficultés qu'on rencontre, c'est tout à fait bénéfique, là, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide, bien au contraire. Hein? C'est un message qu'on souhaite souvent véhiculer en relation d'aide. Donc, ça s'applique à soi-même aussi. Hein? C'est l'idée de l'autocompassion, c'est d'appliquer cette même bienveillance-là envers soi-même qu'envers les autres. Alors, on se permet, nous aussi, d'aller chercher de l'aide quand c'est nécessaire.
Apprendre à reconnaître et à respecter vos limites, savoir dire non. Il faut comprendre que quand on se fait demander beaucoup de choses, dire oui à quelqu'un, ça ne devrait jamais être synonyme de se dire non à soi-même. Donc, si le fait d'aider les autres, c'est correct, ça n'amène pas de contraintes significatives pour moi, ça n'a pas d'impact sur mon bien-être personnel, c'est bien correct. Par contre, des fois, il faut savoir aussi dire non aux autres. Puis je vous dirais même, il faut savoir parfois se dire non à soi-même parce que oui, on peut avoir dans notre entourage des gens qui sont exigeants, mais je pense que bien souvent, on est soi-même très exigeant envers nous-mêmes et de savoir se dire non. Aujourd'hui, je ne vais pas me clencher ma liste de tâches ou aujourd'hui, je ne vais pas m'en demander davantage, mais je vais m'autoriser une pause, un moment de répit, une activité agréable, ben, c'est aussi ça, savoir dire non, c'est aussi important face à soi-même. Avoir confiance en vos capacités, être indulgent envers vous-même, c'est important. On ne le dira jamais assez. La confiance, c'est ce qui nous permet de relever des défis. Et Dieu sait que dans les derniers mois, on en a tous rencontré des défis. Alors, pardon. De développer cette confiance en vous, de reconnaître que vous avez des capacités aussi pour faire face à ces difficultés-là, c'est vraiment là, ce qui va vous aider à passer au travers les épreuves avec un peu plus de facilité. Et ça fait suite au point suivant qui dit « Appréciez vos réussites et soyez fiers de vous ». Quand on est face à de gros défis, des fois, on a des attentes élevées, on vise un résultat en particulier, puis il y a des circonstances qui font en sorte que parfois, ce n'est pas possible d'atteindre ces résultats-là. Il ne faut pas pour autant se dénigrer ou se taper sur la tête, mais il faut savoir apprécier le chemin qui a été parcouru vers l'objectif qui était souhaité. Alors, chaque pas qui est réalisé, chaque petit bout d'objectif qui est partiellement atteint, bien, ça mérite quand même qu'on le reconnaisse puis qu'on s'accorde du crédit pour ce qui a été fait, qu'on soit fier des efforts qu'on a déployés, puis qu'on se donne le droit à ne pas avoir atteint cet objectif-là qu'on avait en tête ou encore qu'on se donne le droit à un peu plus de temps, un peu plus de moyens là, pour arriver à nos fins. Finalement, on vous encourage à prendre conscience de votre discours intérieur. Comment vous vous parlez? Est-ce que votre discours face à vous-même dénote de la bienveillance, comme quand vous parlez à un bon ami qui ne va pas bien, ou est-ce que vous êtes sévère avec vous? Je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne, je ne suis pas belle, je ne serai pas capable. Hein? Donc, c'est peut-être des phrases que vous vous entendez dire par moment. Donc, nous, ce qu'on vous encourage, c'est à prendre conscience de ce discours-là. Encore là, ça va prendre un temps d'arrêt, un moment de recul pour s'observer, pour s'écouter. Et quand on en prend conscience, bien là, on va essayer de le réorienter vers des idées plus réalistes et plus bienveillantes. Donc, je ne vous donne pas une recette là, miracle, mais simplement de vous dire, OK, qu'est-ce que je dirais dans les mêmes circonstances à un ami qui vit la même chose que moi? Est-ce que je dirais qu'il n'est pas bon ou je dirais, lâche pas, tu es capable, tu vas y arriver? Donc, oui, c'est important, là, c'est ça, de prendre conscience de notre discours. Oui, des fois, il faut aussi parler de nos problèmes, parler de nos difficultés parce que ça amène un certain soulagement, mais il faut aussi savoir réorienter nos idées, nos pensées vers des choses qui sont positives, agréables. Fait que par moment, on met une pause là, sur les préoccupations, puis on redirige notre attention vers des choses qui sont plus agréables, moins préoccupantes pour nous. Pour le volet, pour le volet émotionnel, donc, c'est vraiment tout ce qui concerne s'accepter, se faire plaisir. Alors, plus on va se connaître, plus on va savoir ce qui nous fait du bien, plus ça va être facile de prendre les moyens pour y parvenir. Donc, c'est aussi une façon de savoir s'éloigner de ce qui nous fait souffrir et se rapprocher de ce qui nous fait du bien. Donc, pour y parvenir, bien, il faut d'abord être capable de s'accepter tel que l'on est, avec nos forces, nos faiblesses, puis être en mesure de se détacher du regard des autres. Parce que souvent, si on se compare aux autres, on va avoir tendance à se déprécier. Hein? C'est rarement pour se valoriser qu'on va se comparer aux autres. Donc oui, parfois, ça peut être un moteur là, de changement positif, mais généralement, là, la comparaison, ça peut nous rabaisser, puis ça génère des insatisfactions. Alors, on va vous inviter à prendre conscience dans les prochains jours, les prochaines semaines, si c'est une stratégie que vous retenez, à prendre conscience des moments où vous vous comparez aux autres, puis où vous avez
avez finalement une opinion négative de vous-même parce que vous vous comparez à quelqu'un d'autre, puis de vous inviter à vous ramener à vos forces, à vos qualités, plutôt là, que de miser finalement sur ce que vous n'avez pas ou vos petits défauts, vos petites imperfections. Dans la même ordre d'idée, donc, on va vous inviter à faire preuve de bienveillance envers vos difficultés, envers votre souffrance. On le disait en début de présentation, tout le monde rencontre des difficultés, tout le monde vit à des façons différentes, mais une certaine souffrance au cours de sa vie. Donc, il faut se donner le droit, il faut accueillir ça, puis se dire, bien, c'est correct, je traverse un moment difficile, je vais prendre le temps de prendre soin de moi dans cette épreuve-là, puis ça va me permettre de rebondir le plus facilement. Accueillir et identifier les émotions négatives, puis les laisser aller, ça va faire l'objet beaucoup de la présentation sur la régulation émotionnelle. Mais en gros, ce qu'on veut que vous reteniez, c'est qu'il ne faut pas éviter à tout prix ces émotions qui sont désagréables parce qu'elles sont quand même utiles, elles ont quand même un message à nous passer par rapport à nos besoins. Donc, sans m'étendre sur le sujet, là, simplement vous dire que les émotions, elles véhiculent un message, souvent en lien avec un besoin qui doit être répondu. Et les émotions négatives, si on les nie, si on ne les écoute pas, on va passer à côté d'un message important, puis on risque de ne pas répondre à certains besoins qui se manifestent. Remémorez-vous des souvenirs heureux lors des moments plus difficiles. En fait, ce qu'on voulait surtout vous passer comme message, c'est susciter des émotions agréables. Si vous vous connaissez bien, si vous savez ce qui vous fait du bien, vous allez être en mesure de, justement, oui, accueillir les émotions désagréables lorsqu'elles se manifestent, mais aussi provoquer, générer chez vous des émotions agréables. Donc, que ce soit en vous reprochant des êtres aimés, que ce soit en ayant des démonstrations d'affection, de tendresse, en ayant des activités qui génèrent du plaisir, de la joie, de la fierté. Donc, ça peut être l'humour aussi. Donc, bref, de vous connaître pour être en mesure d'aller vous connecter là, à des émotions agréables. Puis ça peut passer donc par des souvenirs heureux qu'on se rappelle. Donc, quand c'est une période difficile, je peux me rappeler, entre autres, quand on fait référence au deuil. Donc, c'est souvent une période très difficile quand on perd un être cher. Donc, dans cette période difficile-là de deuil, on peut se remémorer des souvenirs heureux de la personne. Ça va nous aider à passer. Puis c'est une façon, finalement, de prendre soin de nous, de s'envelopper un peu avec bienveillance. Finalement, profitez du moment présent. Ne pas anticiper le changement, les imprévus. Restez dans le ici, maintenant et appréciez ce qui se passe dans le moment présent. Donc, on n'est pas obligé d'attendre le moment parfait, l'occasion parfaite pour prendre soin de soi, pour s'accorder du repos, pour s'accorder du plaisir. Il faut vraiment saisir chaque opportunité dans le quotidien. Donc, que ce soit à l'heure du lunch, que ce soit au moment de manger le repas du souper en famille ou peu importe, il faut savoir aller chercher chaque petite étincelle de plaisir et d'en profiter pleinement pour aller chercher ce qui nous fait du bien dans chaque moment. Puis tant mieux s'il y a des moments, on va dire, un peu plus exceptionnels, avec une charge plus grande de bien-être, mais si on attend juste ces moments-là, c'est plus difficile de remplir notre réservoir au quotidien. Au plan relationnel maintenant, donc, cultiver des relations sociales positives, c'est une façon de contribuer à prendre soin de nous. Je le disais tout à l'heure, on est des êtres humains, le côté social, ça fait partie de nous. On a besoin de socialiser, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. Donc, si je veux prendre soin de moi, je vais aussi entretenir des relations sociales satisfaisantes. Ça va me permettre à la fois d'exprimer ce que je ressens, donc de me soulager un peu quand je vis des moments difficiles, mais ça va aussi me permettre, en discutant avec les autres, de me changer les idées. Donc, d'aller générer des émotions agréables, d'aller chercher du plaisir en me changeant les idées par rapport aux préoccupations que je peux vivre. Alors, comment on peut entretenir des relations sociales significatives? Ça peut passer par le fait de demander ou accepter l'aide qui nous est offerte, parce que ça nous arrive tous. Puis si vous êtes dans le milieu de la santé, vous l'avez probablement déjà entendu, on le dit souvent en relation d'aide, c'est normal, c'est correct de demander de l'aide ou même d'accepter de l'aide. Alors, si c'est valable pour nos patients, nos usagers, c'est tout aussi valable pour vous.
De la même façon, hein, pour accepter l'aide, ben, des fois, il faut aussi le déléguer et être capable de faire confiance aux autres. Puis, il faut toujours se rappeler que dans l'aspect relationnel, il y a un effet miroir. Donc, si je fais confiance aux autres, les autres vont me faire confiance. On est vraiment dans une relation qui va être beaucoup plus agréable et satisfaisante. Maintenant, on va vous encourager aussi à appliquer l'approche de la communication non violente. Qu'est-ce que c'est la communication non violente? Sans vous faire un cours théorique là, sur la communication, l'approche qu'elle vise, c'est à être en mesure de formuler une demande claire pour susciter finalement la bienveillance dans la relation avec l'autre. Donc, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour adopter une communication non violente ou une communication bienveillante, on va relever les faits. On va observer ce qui se passe, puis on va s'appuyer sur des faits, pas juste sur des jugements, sur des impressions. Une fois qu'on a nommé les faits, on va nommer l'émotion que ces faits-là génèrent chez soi et le besoin en dessous de cette émotion-là pour finalement formuler une demande le plus claire possible, le plus précise possible à l'autre personne. Je vous donne un exemple. Supposons qu'après une dure journée de travail, j'arrive à la maison, mon conjoint il est assis à la table en train de pitonner sur son téléphone intelligent ou feuilleter le journal. Bref, il relaxe, puis il n'y a rien d'entrepris pour le souper. Si je ne suis pas dans la communication bienveillante, il y a des chances que l'émotion, de la frustration m'envahisse, puis que je réagisse en lui disant tout plein de bêtises qui vont faire en sorte que probablement que le lendemain, il n'aura pas nécessairement envie de m'aider davantage. Si par contre, je suis dans la communication non violente, je vais arriver, puis là, je vais nommer les faits. Oh, j'arrive d'une journée de travail difficile, je suis fatiguée, je constate que tu es assis à table sur le divan en train de jouer sur ton téléphone. Je me sens, donc on va nommer l'émotion, je me sens frustrée, fâchée, pas comprise dans le fait que je vis moi aussi là, des grosses journées de travail. J'aurais besoin, on va nommer le besoin, donc j'aurais besoin de sentir que tu me comprends, que tu me soutiens. J'aurais besoin de pouvoir me libérer un petit peu de charge mentale en n'ayant pas pensé au souper, de pouvoir te déléguer cette responsabilité-là. Je te demande, pour l'avenir, quand tu arrives avant moi à la maison, serait-il possible de débuter la préparation du repas? J'y suis allée là, un peu dans le détail, là, de façon un peu illustrée peut-être, là, exagérée, mais vous comprenez que si j'y vais vraiment avec comment je me suis sentie, de quoi j'aurais besoin, puis que je formule une demande comme celle-là, je risque beaucoup plus d'avoir réponse à mon besoin que si je réagis sur le coup de l'émotion. Autre aspect à prendre en considération pour favoriser l'autocompassion au niveau relationnel, mais c'est de vraiment développer des interactions sociales et notre conscience sociale. Qu'est-ce qu'on entend par la conscience sociale? C'est ce qui nous permet de détecter et de comprendre comment les autres vivent, les émotions d'autrui. Et si je suis plus connectée à ce que les autres vivent, bien, je risque d'être en mesure de réagir de façon plus appropriée, ce qui va faire en sorte que tout le monde va s'en porter mieux, puis donc la relation va être plus agréable. Si je suis complètement déconnectée, que je n'ai pas de conscience sociale, je ne serai pas en mesure là, de me mettre à la place de l'autre, je ne serai pas en mesure d'imaginer l'émotion qu'il peut ressentir dans une situation X. Et donc, je vais réagir peut-être un peu de façon maladroite, puis ça pourrait miner là, la relation que j'ai avec cette personne-là. Ça fait un lien avec le fait de développer son empathie par une écoute bienveillante, sans jugement, pour le vécu émotionnel des autres. Donc, oui, c'est sûr qu'on parle d'autocompassion dans le fait de prendre soin de soi, mais si je suis capable d'être bienveillant envers les autres, bien, c'est sûr que ça va m'aider à l'être aussi face à moi-même, mais ça va aussi encourager les gens avec qui je suis bienveillant à l'être envers moi-même. Donc, on est toujours dans l'effet miroir, là, il y a une certaine réciprocité entre ce que j'offre à l'autre et ce qui va me revenir. Enfin, l'implication dans sa communauté. Donc, si vous avez l'occasion de donner, bien, il y a toujours l'effet donner au suivant. Donc, on est toujours, je pense que ça dégage un sentiment de fierté, de satisfaction quand on est en mesure d'être généreux avec les autres. Donc, juste ça
ça apporte un sentiment de mieux-être, ça génère des émotions agréables. Donc, on est vraiment dans l'autocompassion quand on est capable d'agir comme ça. Puis en plus, ben, on vient là, renforcer peut-être des relations et on vient ouvrir une possibilité à déclencher une chaîne de transactions. C'est-à-dire que si je donne, ben, il y a des chances qu'un jour, je sois en mesure de recevoir en retour. Puis ça, ben, c'est toujours satisfaisant. Et le dernier point, l'aspect spirituel. Alors, c'est vraiment tout ce qui concerne le fait de se développer, de se connaître, de continuer à apprendre. C'est aussi donc de porter davantage notre attention sur le positif que sur le négatif. Donc, on en parlait tout à l'heure, être capable d'apporter notre attention, nos pensées, les diriger vers ce qui est plus positif. Donc, vous, en ce moment, sur quoi vous avez envie de porter votre attention? Oui, il y a des éléments négatifs, peut-être au travail, peut-être à la maison. Sur quoi vous avez envie de focusser votre attention en ce moment? C'est aussi tout ce qui concerne le fait de cultiver une bonne estime de soi. Alors, comment vous développez votre estime de soi? Ayez des petits projets, mais des projets qui vous permettent de vous réaliser. Je donne un exemple. Là, pendant le début de la pandémie, les premières vagues, beaucoup de monde se sont mis à faire du pain. Bien, ce n'est pas pour rien. On se sentait limité dans nos activités. On avait moins de possibilités, mais de réaliser quelque chose de nos propres mains, d'avoir un produit fini qu'on pouvait apprécier, peut-être même partager avec les gens de notre maisonnée, ça suscitait une bonne estime de soi. Puis ça, ben, c'est une façon aussi de prendre soin de nous puis de développer là, notre autocompassion. Ensuite, faire preuve de reconnaissance, de gratitude. Donc, essayer d'identifier à tous les jours au moins 2, 3 éléments pour lesquels vous êtes reconnaissant. Et comme je le disais tout à l'heure, pas obligé là, de chercher l'exception merveilleuse. Se lever un matin qui fait soleil versus se lever un matin où c'est pluvieux, ben le matin qui fait soleil, de juste prendre 2 secondes pour l'apprécier puis le reconnaître, c'est ça, faire preuve de gratitude. Pour certaines personnes, le côté spirituel va passer par la méditation, la prière, la visualisation. Ça peut aussi être le fait de se connecter à la nature. Donc, ce sont tous là, des moyens de se ramener dans le moment présent puis de se créer un espace où on se sent bien, où on met un peu de côté les préoccupations puis on focus là, sur notre bien-être à nous. Identifier ce qui est vraiment important pour vous. Quand on se connaît bien, quand on sait ce qui compte pour nous dans les moments difficiles, ça nous permet de réaligner nos choix, de prendre des actions en fonction de ce qui compte. Alors, dans les moments où ça va bien, c'est le temps de prendre un temps de réflexion, puis d'observer, puis d'identifier c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, c'est quoi le sens que je veux donner à ma vie. Puis quand c'est plus difficile, ben, je me redirige vers ces priorités-là. Finalement, prenez le temps de régulièrement vous déposer. Donc, respirer, on l'a dit, la respiration, c'est un bon moyen d'entrer dans l'idée de la pleine conscience, donc de pouvoir après ça observer vos pensées, vos émotions, vos sensations physiques et tout ça, ça va vous guider sur les choix à prendre pour la suite. Rapidement, je conclus en vous proposant un petit outil qu'on a appelé le journal d'autocompassion. Vous allez le retrouver dans l'outil synthèse, le petit aide-mémoire qu'on va mettre à disposition avec le lien pour revisionner la conférence. Donc, le journal d'autocompassion, ce sont des questions qu'on vous invite à vous poser régulièrement qui va susciter finalement l'autocompassion. Bon, qu'est-ce que je fais pour mon mieux-être? Comment je prends soin finalement de moi? Quels ont été mes bons coups? De quoi je suis fière dans les derniers jours, les dernières semaines? Envers quoi suis-je reconnaissant? Ai-je de la gratitude? Donc, ça peut être à tous les jours, des petites choses comme on le disait. Comment se portent mes relations? Est-ce que j'ai des relations satisfaisantes? Est-ce que je suis bien avec les gens qui m'entourent? Donc, ça me fait sentir bien moi-même. Est-ce que dans les derniers jours, les dernières semaines, j'ai appris des choses nouvelles sur moi ou sur les autres? Est-ce que je tire des leçons d'une expérience difficile vécue récemment? Leçons que je pourrais remettre en application là, si jamais se présente une nouvelle situation difficile. Et enfin, de quoi ai-je besoin et comment vais-je satisfaire à ce besoin dans l'avenir? Donc voilà, j'espère que vous en avez appris davantage sur le concept de l'autocompassion. J'espère aussi qu'on vous a donné le goût et quelques moyens pour le mettre en pratique dans le quotidien. Et donc, vous allez avoir là, dans le petit outil de mémoire des références si vous voulez aller plus loin sur le concept. Et je les ai mis ici, là, mais je les redépose également dans le chat, les coordonnées du réseau des bienveillants si vous souhaitez de l'information sur le réseau, si vous souhaitez poser votre candidature ou encore là, si vous avez des questions en lien avec la présentation, vous pouvez nous écrire.
Alors, j'arrête le partage d'écran. Laurence, est-ce qu'on avait des questions dans le chat auxquelles on pourrait répondre? Écoute, il n'y a pas de questions, fait que j'imagine que ça veut dire que ta présentation a été tout à fait limpide et très claire. Fait que n'hésitez pas, là, vous pouvez continuer à écrire les questions. Nous, on va les garder jusqu'à 1 heure, puis au besoin, on fera un document questions-réponses qui sera disponible sur le site là, intranet du mois de la reconnaissance et sur le site Internet des bienveilleurs. Et dans le fond, maintenant, moi, je vais prendre le temps là, de vous remercier d'avoir pris votre pause de dîner avec nous. Comme je vous disais, dans le fond, l'outil que Francesca vient de vous présenter, dans l'enregistrement de la présentation, ça va se retrouver sur le site intranet du mois de la reconnaissance, sur le site Internet des bienveilleurs aussi. Vous avez les liens là, au-dessus dans le chat, en fait, dans les premières lignes. Si jamais il y a une personne dans votre équipe qui est une personne de confiance, qui est quelqu'un que vous trouvez sensible aux autres, dans le cadre du mois de la reconnaissance, nous, on vous invite peut-être à la référer pour qu'elle puisse faire partie là, du réseau de bienveilleurs. Vous pouvez écrire là, à l'adresse courriel qu'on vous a mis au-dessus, dans le chat, en fait, pour nous référer des gens si vous pensez qu'ils pourraient bien servir eux-mêmes et leurs collègues. Dans le fond, si je vais aussi là, vous insérer dans le chat les prochaines activités pour le mois de la reconnaissance si vous souhaitez là, y participer. Puis je vous invite là, à être avec nous la semaine prochaine. On va se parler d'autorégulation au niveau des émotions. Donc, comment agir consciemment sur ses émotions et non réagir face à elles. Donc, encore merci à tous et bon après-midi. Merci tout le monde. Au revoir.